Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Pour la première fois, une version du jeu est suffisamment propre, lisible, présentable pour être proposée à un éditeur. Vous amusez pas à faire ça aujourd'hui, évidemment. Aujourd'hui, tout est largement verrouillé. Les Quakers ont façonné le jeu, mais Darrow comprend, lui, le marché. C'est lui qui va aller frapper à la porte de Parker Brothers. Et Parker Brothers, d'abord sceptique, finit, comme je vous le disais au début, par saisir l'opportunité historique. Quand Darrow les approche, l'entreprise n'est plus l'empire confiant des années 1910. Il y a eu la Grande Dépression qui a affaibli Parker Brothers, les ventes s'effondrent, l'innovation stagne, c'est pas facile d'innover tout le temps, et la firme a besoin d'un produit miracle, d'un produit fort, d'une histoire forte. Et Darrow arrive avec les deux. Alors le premier contact se passe mal. Parker Brothers refuse la proposition. Ce jeu, comme je vous le disais, ils l'ont jugé trop long, trop compliqué, trop différent de ce que l'industrie fabrique à ce moment-là. Pour Darrow, c'est un échec de plus. Il ne faut pas croire qu'il a frappé qu'à une seule porte ou deux, il en a fait plusieurs. Mais de son côté, il continue, lui, à vendre des exemplaires qui sont faits maison. Et le bouche à oreille fonctionne, l'engouement grandit. À l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux, mais c'est comme si le jeu circule de main en main, porté par un public qui connaît déjà ce mécanisme, en tout cas qui en a entendu parler, puisqu'il l'a en réalité pratiqué depuis des années. Et finalement, Parker Brothers recontacte Darrow, et c'est le tournant. Encore une fois, la firme est affaiblie, Darrow apporte une success story, donc quelque chose qui fonctionne, ça les rassure, et le jeu a déjà un public. Alors il signe. À partir du moment où Parker Brothers achète les droits à Darrow, un immense travail d'arrière-plan commence. Les historiens l'ont mis en évidence. L'entreprise ne se contente pas d'acheter le jeu, elle achète aussi son passé. En quelques mois, Parker Brothers entreprend une opération à grande échelle. Rachat de vieux brevets. Il rachète le brevet de Lizzie Maggie, les droits de version dérivée, tout ce qui de près ou de loin pourrait un jour contester l'originalité de Monopoly, j'y reviendrai. Une entreprise donc prudente une entreprise prudente habituellement n'achète jamais un passé, à moins qu'elle ne sache qu'il puisse ressurgir un jour. Lizzie Maggie est contactée. Oui, on lui achète son brevet pour une somme symbolique. On la rassure, on la flatte poliment, on enterre son jeu dans les archives. Parker Brothers va redessiner le jeu de manière définitive. Le plateau devient standardisé, les couleurs immuables, les cartes imprimées, les règles figées cette fois, dans une version unique et donc définitive. Le jeu est enfin un produit industriel, reproductible en masse. Scalable, on dit aujourd'hui. À partir de là, Parker Brothers comprend exactement ce qu'elle doit vendre. C'est pas simplement un jeu, mais un récit. Et le récit est simple, élégant, parfait. C'est l'histoire d'un homme ruiné par la crise qui invente dans son sous-sol un jeu génial, je me répète. Grâce à lui, il s'en sort. Grâce à lui, les autres joueurs rêvent à nouveau. C'est le retour de l'Amérique. America is back. La vraie Parker Brothers, mais toute ressemblance, bon. Parker Brothers met Darrow au centre du récit parce qu'il incarne ce que l'entreprise ne peut pas incarner elle-même, l'individu humble, la détresse, le génie solitaire. Le message est clair, Monopoly est un produit de rêve américain, pas d'un mouvement progressiste anti-monopole, surtout pas. Cette version est vendue dans toutes les boîtes, dans toutes les pubs, dans toutes les interviews, et l'histoire fonctionne si bien qu'elle devient même un dogme. Les joueurs des années 1940, 1950, 1960 ne se posent pas la moindre question, et c'est logique, c'est écrit dans la boîte, imprimé par un grand éditeur, répété par tous, Charles Darrow a inventé Monopoly. Lizzie Maggie est oubliée, les Quakers sont oubliés, les étudiants sont oubliés, les communautés progressistes encore plus oubliées. Le jeu n'a plus d'histoire, il n'a qu'un héros. Et ce héros n'a fait qu'assembler une version donc déjà prête. Dès lors, vous le savez, le succès est colossal. Monopoly se vend par millions, il traverse l'Atlantique, il devient un symbole mondial du capitalisme ludique. Il entre dans les foyers, les tiroirs, les familles, les traditions. Tout ça est bâti sur un récit qui repose sur un effacement originel. Un effacement volontaire, organisé, méthodique.
Pendant des décennies, le récit officiel de Parker Brothers ne souffre aucune contestation, c'est logique. Monopoly est un triomphe mondial, Darrow est une légende, et l'idée qu'une femme progressiste du début du siècle ait pu en être l'inventeur ne traverse même pas l'esprit du grand public. Et il faut attendre les années 70 pour que la façade commence à se fissurer, et comme je vous le disais tout à l'heure, par un hasard total. Le scandale ne naît pas dans un cabinet juridique, mais dans un salon familial autour d'une partie de Monopoly. Ralph Anspach est professeur d'économie à San Francisco. Un soir, en 1973, il joue avec ses enfants donc à Monopoly. Ils construisent, ils achètent, ils payent, ils se ruinent, tout ça joyeusement. À la fin de la partie, son plus jeune fils pose une question innocente. « Papa, si gagner à Monopoly, c'est faire un monopole, pourquoi dans la vraie vie tu dis que les monopoles sont mauvais ?» C'est un détail, une remarque, vous savez, une remarque d'enfant. Mais pour Anspach, c'est une véritable révélation. Le jeu le plus populaire du monde glorifie exactement ce qu'il enseigne à ses étudiants comme un danger économique. Et il y a là un paradoxe qui le dérange, et l'économiste se demande alors « mais d'où vient réellement ce jeu ?» Cette question, personne ne se l'était posée depuis 1935. Anspach va être le premier en 40 ans. Et pour répondre à la contradiction entre le jeu et ses convictions, il décide de créer un contre-jeu, un miroir ironique anti-Monopoly. Dans sa version, les joueurs ne bâtissent pas des empires, ils les démantèlent. Ils servent des inculpations, brisent les trusts, libèrent la concurrence. Le jeu se veut un véritable manifeste anti-cartel. L'inspiration est assumée, le message clair et le public adore. Les ventes décollent rapidement. Et c'est alors que Parker Brothers, désormais filiale d'un grand groupe, survient menaçante. Lettre après lettre, mise en demeure après mise en demeure, l'entreprise somme Anspach d'arrêter d'utiliser le mot Monopoly. Alors le professeur refuse. Il estime qu'on ne peut pas monopoliser un mot qui désigne justement une situation économique dangereuse. Et c'est là que tout commence à basculer. Parker Brothers engage un procès tentaculaire, un procès en violation de marque pensé pour écraser un homme isolé sans moyens financiers. Un procès industriel contre un adversaire minuscule. Et ça, l'Amérique adore. Mais Anspach, lui, n'est pas seulement joueur, il est chercheur, il est pédagogue et surtout, il est extrêmement têtu. S'il veut prouver qu'il a le droit d'utiliser le mot Monopoly, il doit démontrer que Parker Brothers n'en est pas l'inventeur. Et pour ça, il faut remonter plus loin que Darrow, plus loin que 1935, jusque dans les origines du jeu. Et c'est ce qu'il fait. Et il se met à fouiller aux archives nationales, aux bibliothèques d'université, dans les vieux registres de brevets, dans les témoignages oraux, dans les communautés Quaker, dans les plateaux artisanaux qui ont été conservés dans des greniers, dans des articles de journaux oubliés, dans des documents administratifs. Et très vite, les incohérences apparaissent. Et puis, après les incohérences, les zones d'ombre. Et puis les contradictions. Et puis enfin, un autre nom, le nom d'Elizabeth Magie.